Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur Canal Algérie. On se retrouve ce soir pour une nouvelle émission de questions d'actu. Chaque année, 1,3 million de personnes meurent dans les accidents de la route à travers le monde et entre 20 et 50 millions de personnes subissent des traumatismes non mortels. Les accidents de la circulation sont une cause importante de décès, toutes tranches d'âge confondues, et la principale cause de décès chez les personnes âgées de 15 à 29 ans. Les traumatismes consécutifs aux accidents de la route restent un problème de santé publique important. L'Algérie est classée dans la catégorie des pays à haut risque comparativement avec les pays riches. Le bilan de l'accidentalité de l'année 2020 est plutôt positif si l'on compare avec les autres années, dans le sens où le nombre d'accidents de la circulation est en baisse grâce en partie aussi à la situation particulière qui a caractérisé cette année. Nous aurons plus d'explications sur ce plateau. 2844 décès, malheureusement, mais il reste le chiffre le plus bas. La délégation nationale à la sécurité routière a été mise en place depuis quelques mois. Plusieurs années après sa création, elle aura pour objectif de mettre en œuvre la politique nationale de prévention et de sécurité routière dans sa partie opérationnelle. Qu'est-ce qui va changer? Nous en parlons ce soir sur notre plateau avec Monsieur Ahmed Naït El Hossin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué national de la sécurité routière. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vous remercie pour l'invitation. Nous accueillons également le commissaire principal, Monsieur Razli Rachid. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sous-directeur de la sécurité routière au niveau de la DGSN, de la Direction générale de la Sûreté nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Nous accueillons également Monsieur Nassim Barnaoui. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de bureau de l'information et de la sensibilisation à la Direction générale de la protection civile. Merci d'être avec nous. Et nous accueillons également par Skype professeur Fers Boubakour. Bonsoir, vous êtes professeur à l'école supérieure HEC d'Alger. Vous êtes chercheur associé au laboratoire management transport logistique à l'université de Batna. Merci d'être avec nous, professeur Boubakour. Merci à vous, madame. Alors pour commencer, on va d'abord entamer ce débat avec l'entrée en fonction de la délégation nationale de la sécurité routière. Le texte de fonctionnement a été promulgué en 2019. Aujourd'hui, la délégation doit agir en tant que leader dans ce domaine. Tous les autres centres se rallieront à votre délégation, Monsieur Naït El Hossin. C'est parfaitement dans cette vision qu'a été mise en place la délégation nationale à la sécurité routière. C'est diriger un organisme directeur ou une structure leader dans le domaine de la sécurité routière, en fédérant les missions et en mutualisant les missions de nombreux établissements qui activaient dans le domaine de la sécurité routière, notamment le Centre national de prévention et de sécurité routière et le Centre national des permis de conduire. Cette nouvelle architecture institutionnelle de la sécurité routière s'inscrit dans le cadre des recommandations onusiennes en matière d'organisation, puisque dans le rapport mondial pour la décennie d'action pour la sécurité routière, les États membres étaient invités à mettre en place cet organisme directeur. Pourquoi un organisme directeur? Parce que les missions, c'est des missions transversales. Et il fallait créer un organisme doté des missions essentielles de sécurité routière pour qu'il n'y ait pas de dilution de responsabilités. En multipliant les intervenants, il y a toujours une dilution des responsabilités. Or, avec la création de cette délégation, on aura un responsable sur le dossier sécurité routière. Ce qui va changer par rapport au Centre national de prévention et de sécurité dans la routière, sensibilisation, la prévention, qui était bien plus enclin à activer dans la sensibilisation et la prévention routière, c'est qu'on aura des attributions en matière de prévention, d'éducation routière, de sensibilisation. Il y aura également les attributions du Centre national des permis de conduire en matière de formation et d'examen du permis de conduire. Et on a adjoint à ces missions une mission de surveillance et de contrôle, puisque la délégation sera appelée à gérer le nouveau système de sanctions qui est prévu dans le code de la route. C'est le système du permis à points, avec les différents fichiers que sont les fichiers des infractions, le fichier des permis de conduire et le fichier des cartes d'immatriculation. Des mesures plus coercitives, plus dissuasives, on va dire aujourd'hui, pour essayer de freiner la montée de ces chiffres
macabre chez nous. Aujourd'hui, vous allez travailler également en coordination avec la Direction générale de la Sûreté nationale. La délégation relève de la Sûreté nationale. Vous fournissez également des chiffres au niveau de la Direction de la Sûreté nationale. Vous êtes sur le terrain. Aujourd'hui, quel constat faites-vous sur le comportement des conducteurs en Algérie ? Tout à fait. Donc, en matière de gestion de la circulation routière et de la sécurité routière, il faut savoir que la Direction générale de la Sûreté nationale a mobilisé l'ensemble de ses moyens humains et matériels pour endiguer un tant soit peu ce phénomène. Donc, en matière de données statistiques, le nombre d'accidents est toujours en décroissance, en nombre de blessés et de tués également. Cette année, on a connu la pandémie qui a un petit peu favorisé un petit peu la baisse des accidents, du nombre d'accidents, et ce par rapport au manque de mobilité des citoyens par rapport aux mesures de prévention de lutte contre le Covid-19. Non de circulation entre les wilayas. Néanmoins, durant les 5 dernières années, nous avons constaté une nette amélioration de la situation. Bon, moi, c'est toujours un mot de plus, mais une légère baisse des accidents de la circulation routière qui est due à une stabilité des indices de l'insécurité routière qui sont dus également aux efforts consentis par les services de police en matière de prévention, de dissuasion et également de répression. Parce que vous savez que le travail de police se fait également sur le triptyque opérationnel qui est sensibilisation, prévention et dissuasion. Donc nous sommes présents sur terrain, on fait notre mieux. On a aussi, au-delà de l'aspect répressif, préventif et dissuasif, on a également aussi des missions qui sont liées à la gestion de la circulation routière. Donc on a tous des dispositifs sécuritaires qui sont sur terrain justement pour essayer de décongestionner la circulation routière et également d'assurer la fluidité de la circulation routière au niveau de la capitale. Vous dites les chiffres ont baissé pratiquement de moitié. Si on doit compter ces dernières années, vous donnez les chiffres de 4000 morts par an. On en est à 2800 cette année. Si l'on revient à l'année 2015, qui est pour nous une année de référence, puisque c'est l'année où le dossier sécurité routière a été pris en charge par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. En 2015, on avait déploré sur les routes algériennes 4610 morts. Et durant les années qui ont suivi, il y a eu une décroissance et une diminution progressive de ces chiffres pour arriver à l'année 2020 à 2844 décès sur les routes algériennes. C'est un résultat très encourageant qui a été obtenu grâce, bien sûr, aux efforts qui ont été déployés, que ce soit par les services de sécurité ou aussi par les services de la protection civile, parce qu'une intervention rapide sur le lieu de l'accident va incidemment influer sur le bilan. S'il y a des soins qui sont prodigués avec rapidité et célérité, c'est une vie qui est épargnée, c'est une vie qui est sauvée. Il y a également le travail qui a été accompli dans le domaine de la prévention et de la sensibilisation avec l'implication du mouvement associatif et aussi des médias. Il y a eu un travail soutenu dans le domaine de la sensibilisation à travers la télévision algérienne et à travers également les radios, puisqu'il y a des spots de sensibilisation en permanence qui ont certainement impacté et modifié le comportement des usagers. Il faut choquer aujourd'hui pour faire prendre conscience. Il y a eu le recours à des spots de sensibilisation très choquants. On a même eu l'idée de déployer un véhicule sur l'autoroute et ça a donné des résultats positifs. Il y a des gens qui n'ont pas aimé, peut-être que c'était un petit peu trop, c'est-à-dire trop choquant, mais il faut frapper les esprits, il faut sensibiliser par tous les moyens. On essaie toutes les solutions pour pouvoir modifier les comportements des usagers. Oui, mais alors modifier le comportement, je le disais en introduction, c'est les personnes âgées entre 15 et 29 ans, c'est ceux qu'on retrouve le plus dans les accidents de la circulation. En tant que protection civile, vous êtes les premiers à devoir intervenir sur les lieux. Quelle est la tranche d'âge que vous rencontrez le plus souvent au niveau de vos interventions ? Selon les statistiques qui sont fournies par les différents secteurs intervenants, donc chaque fin d'année, donc il y a des analyses, il faut les présenter, les étudier. Donc c'est 30 d'âge entre 19 et 30 ans, donc c'est la plus qui induit dans les accidents de la route. Mais le plus important, c'est qu'il y a une catégorie d'automobilistes, d'utilisateurs de la route qui sont récidivistes, donc sur les accidents de la route. Et par la suite, il y a un certain moment où les actions de sensibilisation ne donnent pas résultat. Donc il y a le côté répression. Le côté répression
qui suit toujours tout ce qui est matière de prévention, de sensibilisation dans la matière de lutte contre la réduction. Mais le plus important dans tout cela, comme a évoqué M. Naït El-Hussein, c'est qu'au fil des années, il y a un résultat. Il y a un résultat, même ce résultat qui est significatif. Donc, pratiquement, on est arrivé vers moins 2 fois le nombre de personnes décédées et surtout des personnes blessées. Et pour ce qui est le plus important pour la protection civile, le premier intervenant sur le terrain, c'est la bonne prise en charge. C'est d'arriver le plus tôt possible sur les lieux d'accident. Donc, on joue sur l'alerte. Bien sûr, l'alerte qui est donnée par les services de sécurité ou bien l'alerte qui est donnée par les citoyens qui sont témoins, les premiers témoins sur le lieu d'accident. Donc, il y a eu l'installation des postes secours routiers, des postes avancés, etc., pour réduire le temps d'intervention. Ça, c'est le plus important. Il y a eu par la suite le suivi de formation des citoyens en matière de secourisme routier, parce que c'est le citoyen qui est le premier intervenant, voilà, le premier témoin. Qu'est-ce qu'il faut faire si on est témoin d'un accident de la route? Et par la suite, qui vient nos collègues, qui viennent ceux qui les eu le lieu, et la bonne intervention pour réduire le taux de mort et la bonne prise en charge des blessés, pour réduire les blessures graves au niveau des hôpitaux. Ça, c'est en théorie que ça se passe comme ça, parce qu'en pratique, après, c'est beaucoup plus compliqué. Parfois, le véhicule n'arrive pas à passer. Parfois, il n'y a pas les bonnes personnes qui ne sont pas formées. Il n'y a pas de matériel qui est aussi disponible. Beaucoup de choses entrent aussi. C'est un autre phénomène. Ça, c'est un autre phénomène, mais il y a un travail qui a donné un résultat. Donc, il faut suivre, il faut une continuation. Donc, même maintenant, il y a un changement. Donc, l'installation, la rentrée en vigueur de la délégation de sécurité routière. Je pense au fil des années, court, moyen ou bien à long terme, il y aura de très bons résultats en matière de sécurité routière que peut-être par la suite, on va avoir de bons résultats, surtout en matière de réduction du nombre d'accidents de la route. Merci, professeur Boubacour. On va voir défiler quelques images des accidents de la circulation de cette année, des accidents très violents. On va voir des agissements plutôt dangereux. On a vu la vidéo qui a été diffusée largement hier sur les réseaux sociaux. Vous avez certainement dû la voir. On va essayer de comprendre un peu ce comportement et cette défiance envers les autorités. يا اخو القانون على الجامع يا اخو القانون لا معليش يا اخو علاش القانون هكذا اللي جا يا اخو الناس كل واحد يصلح يا اخو راك غلط يا اخو معليش يا اخو راك غلط يا اخو ماكش داير في الديتراس ماكش داير في الديتراس ولي فار معليش يا اخو معليش نقول لك حاجه بلاقب شوفوا خوتي شوفوا خوتي شوفوا حبسوا حبس حبسوا هذا حبسوا ودحسوا ناس حبسوا tout a été filmé كلش مفيلمي Voilà, donc urgence ou pas du conducteur, en tout cas le comportement est jugé très dangereux, c'était la vie du policier qui était en jeu. Aujourd'hui, comment expliquer un peu ce comportement des conducteurs sur nos routes? Professeur Boubacour, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui faire impliquer davantage les experts, faire des études sociologiques sur ce phénomène? Oui, tout à fait. La situation que vous présentez, qui relève un peu, je dirais, d'un cas excessif. Finalement, c'est la première fois de ma vie où je vois un refus d'obtempérer aussi brutal. Donc, analyser ce type de comportement relève, il est vrai, d'une approche pluridisciplinaire, je dirais, et qu'il va falloir un jour ou l'autre peut-être mettre sur la table. En réalité, moi, je voudrais
davantage peut-être intervenir en termes de coûts d'accident de la route et en termes de, je dirais, de prise en charge par les pouvoirs publics et puis un peu voir les efforts qui sont derrière. En fait, moi, j'ai un point de vue de chercheur, d'économiste des transports davantage. Et à ce propos-là, nous avons au sein du laboratoire, mais également au travers de nombreux travaux de recherche, que l'on mène également au niveau de HEC sur j'allais dire, la façon de pouvoir chiffrer et de pouvoir arbitrer. Parce que connaître ce que coûte un coût d'accident de la route nous permettrait par la suite de mieux choisir les investissements, de mieux arbitrer en fonction des opportunités, des scénarios qui existent en termes d'aménagement, en termes d'ouverture de route, etc. Et à ce niveau-là, il me semble que le coût des accidents de la route, comme on a pu l'analyser au travers d'un projet de recherche que j'ai piloté il y a quelques années et que j'ai présenté justement à l'occasion de la restitution. Je rappelle, un point important, c'est que le CNPSR était le partenaire de ce projet-là. Et je pense que finalement, au regard des résultats de ce projet-là, il y a effectivement un travail à faire tant le coût économique est très élevé. Si l'on regarde, il est vrai, comme ça a été dit par les collègues il y a un instant, on observe, il est vrai, depuis 5-6 ans, une diminution vraiment significative, voire spectaculaire, si l'on compare les choses entre avant 2015 et aujourd'hui. On a un chiffre sur combien coûte un accident de la circulation, combien coûte une victime? Vous avez réussi à établir des chiffres? Oui, tout à fait. Nous avons effectivement élaboré un modèle qui nous permet de calculer les coûts des accidents. Je vais revenir pour répondre directement à votre question. Ces chiffres-là datent de 2016 et je les ai actualisés un peu ces derniers temps. Alors, en 2016, on a retrouvé un coût d'un tué de la route algérien, je veux dire pas au niveau international, parce que bien entendu, les paramètres ne sont pas les mêmes, le niveau de vie n'est pas le même, etc. Et on l'a chiffré à 14 millions de dinars. C'est-à-dire quand un Algérien perd la vie, la collectivité a perdu 14 millions de dinars, ce qui est énorme. Même donc, si en termes de coûts médicaux, dommages de matériel, quels sont les paramètres qui sont pris en compte? Justement, en fait, l'approche classique, je dirais, qui est utilisée dans ce cas-là, on l'appelle l'approche capital humain. Il est vrai, on prend tout d'abord. Il y a deux catégories de coûts, si vous voulez. Il y a des coûts qu'on appelle les coûts de base, dans lesquels il y a les coûts médicaux, il y a les dommages matériels, comme vous venez si bien de souligner, mais il y a également ce qu'on appelle la perte de capacité de production. En fait, la personne qui, soit elle est décédée, soit elle est blessée, elle n'est plus en capacité de travailler. On va calculer le nombre de jours ou le nombre d'années jusqu'à l'âge de la retraite que la collectivité a perdu à la suite du décès de cette personne. Auquel on rajoute une deuxième catégorie de coûts qui sont considérés comme des coûts, je dirais, supplémentaires, que sont les coûts administratifs, c'est-à-dire les coûts de l'intervention de la gendarmerie, de la police, les frais de justice, les frais d'assurance, etc., auxquels on rajoute également la perte en termes de qualité de vie, pas en termes de capacité de potentiel, comme je l'ai dit dans la première partie, mais de qualité de vie pour les enfants du décédé, les souffrances physiques et morales pour les gens qui ont perdu une main ou qui ont été amputés, etc. Et puis l'impact sur les enfants. Alors, lorsqu'on calcule tout ça, on va rajouter à la fin ce qu'on appelle des coûts de scolarité, combien la collectivité a dépensé pour que cette personne puisse arriver à l'âge moyen de 27 ans ou de 28 ans où la collectivité l'a perdu. Auquel on rajoute le capital d'essai et puis d'autres coûts pour faire vite. Donc, quand on aura tout ce coût-là, pour le décédé, le tué, pour le blessé grave et pour le blessé léger. Quand on aura calculé, on obtient, pour 2016 justement, on a obtenu 100 milliards de dinars. Donc le coût par accident de la route, en moyenne, en ce temps-là, était de 220 millions de centimes. Si l'on actualise maintenant, au regard de, je dirais, un taux de capitalisation, voilà, ça va tourner autour de 250 ou 260 millions de centimes par accident. C'est un coût moyen dans lequel l'accident, on peut avoir un accident où il y a trois tués, et dans un accident, on a un blessé corporel. Donc, si on fait la moyenne...
Merci, professeur Boubakour, merci. On va continuer avec votre expertise, mais auparavant, je voudrais intervenir sur ce que vous disiez et sur le comportement que l'on vient de voir. Est-ce qu'il faudrait des mesures plus coercitives? Est-ce qu'il faut renforcer encore plus les mécanismes de dissuasion? Comment agir aujourd'hui? On l'a vu dans la vidéo, alors est-ce qu'elle est légale ou pas? Est-ce qu'elle pourra être une preuve présentée devant la justice? Ça, ce sera un autre débat. Mais aujourd'hui, beaucoup de dénonciations se font à travers les réseaux sociaux. On voit des comportements extrêmement dangereux. Quelle est la marche à suivre maintenant? Plus de mesures coercitives? Le permis à point permettra-t-il d'obtenir cela? Bon, il y a eu un travail qui a été fait au niveau du ministère de la Justice. Il y a une commission qui a été instituée pour justement revoir un petit peu l'arsenal répressif, notamment contre les chauffards, les contrevenants multirécidivistes, et également une aggravation des sanctions par rapport aux délits routiers. Parce que là, le comportement qu'on vient de voir, ça relève du délictuel. Et cela va de pair, parce que lorsqu'on parle du permis à point, le permis à point, il allie à la fois la mesure coercitive, qui est le retrait de points jusqu'à invalidation du permis de conduire. Il y a également un aspect pédagogique et éducatif, parce que le contrevenant, lorsqu'il perd quelques points, il peut les récupérer soit en s'abstenant de commettre une autre infraction pendant une certaine durée, ce qui va lui permettre de récupérer des points, ou bien de suivre des stages de formation, de sensibilisation à la sécurité routière, ce qui va lui permettre de récupérer des points. C'est-à-dire qu'il y a une formation tout au long de la vie. Actuellement, lorsque le permis, on l'a, il n'y a plus d'actualisation des connaissances, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, on est soumis à des sanctions de suspension, de retrait immédiat du permis de conduire, qui est un petit peu... Il y a toujours l'intervention de l'homme derrière qui complique un peu la tâche. Les problématiques, c'est-à-dire le bilan de la mesure, il est un petit peu mitigé, même s'il a pu freiner un petit peu l'hécatombe routière en Algérie, mais elle est problématique comme mesure, notamment pour les chauffeurs professionnels qui travaillent grâce à leur permis de conduire. C'est un petit peu exagéré comme sanction. L'idéal, bien sûr, c'est d'aller très vite vers le système du permis à point. On reviendra plus en détail sur le permis à point. J'aimerais un peu voir votre intervention sur l'agissement ou le comportement que nous venons de voir. Vous avez affaire à ce genre de comportement dangereux? Tout à fait. Donc, le métier de policier, c'est un métier qui n'est pas sans risque. Donc, on est conscient qu'il y a des risques dès lors qu'on préserve l'ordre public, c'est tout à fait normal qu'on est exposé à des risques. Donc c'est un métier qui n'est pas sans risque. Donc on est conscient qu'il y a des risques qui sont encourus. Maintenant, c'est un acte qui est isolé, c'est un acte qui a été largement commenté sur les réseaux sociaux. Donc je pense que l'indignation de cet acte qui a été largement commenté sur les réseaux sociaux et par nos chers citoyens suffit largement et reste... c'est condamnable. Et aussi, vous me tendez la perche pour dire que la TP permet de constater qu'une très large solidarité de la part des citoyens a été prononcée à l'égard de ce policier qui a été percuté et traîné sur la chaussée. Traîné dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Donc, à travers cette émission, permettez-moi de remercier l'ensemble des citoyens qui sont montrés très solidaires avec ce policier, et cela dénote d'une grande proximité qui est installée entre le policier et le cher citoyen qu'on espère toujours garder. On en parle depuis tout à l'heure, on dit toujours que ça revient à la conscience. C'est important d'inculquer cette culture de la bonne conduite, d'un comportement conscient et sur nos routes. Ça commence dès le plus jeune âge. Vous faites aussi dans la sensibilisation au niveau de la protection civile. Exactement. La prévention. Dans les programmes de sensibilisation, il y a toujours cette convention qui a été faite par la DGPC et la tutelle, le MICLAT, ainsi que le ministère de l'Éducation. Responsabiliser le citoyen. Responsabiliser les citoyens et inclure des cours pédagogiques au profit des enfants, c'est le 3 cycles, pour éduquer sur la sécurité routière. Mais je voulais revenir sur ce genre de comportement. Donc, il y a une nouvelle tendance. Ça fait une année, il y a une tendance que les citoyens montrent des vidéos sur des comportements, plusieurs comportements qui ne sont pas dignes, donc surtout concernant les manœuvres dangereuses, ainsi que des comportements où, par la suite, il y a des services de sécurité qui interviennent, ainsi que la justice. Donc, c'est un outil de sensibilisation. C'est un outil de sensibilisation pour les autres citoyens qui sont sur les réseaux sociaux. Ces comportements, par la suite,
s'il est bien par la suite qu'on suive par des études, des analyses données sur tel comportement, ainsi aussi qui concerne les amateurs de vitesse, plutôt qui font de la vitesse, des bandes dangereuses au niveau des autoroutes. On ne parle pas uniquement des automobilistes, mais on parle aussi des deux roues, les motos, etc. Donc c'est un phénomène qui prend de l'ampleur par la suite, mais qu'il faut canaliser dès maintenant, que ce soit pour le volet de sensibilisation ou législation, ainsi que pour la répression. Voilà. Alors, on parle beaucoup de l'octroi d'agréments aux auto-écoles en se basant sur des programmes de formation moderne. Aujourd'hui, c'est important. On va d'abord, avant d'arriver aux auto-écoles, M. Naït Houssi, vous parliez du permis à points. C'est pour quand d'abord? Quand est-ce qu'il rentrera réellement quand est-ce qu'il sera opérationnel réellement? Pour ce qui est du permis de conduire électronique biométrique, la base de données, c'est-à-dire le fichier national des permis électroniques biométriques, on dispose déjà au niveau de la base de données de 1 500 000 permis de conduire électroniques biométriques. Actuellement, c'est devenu une réalité pour le permis électronique. C'est chaque APC qui délivre un permis, on a une occurrence au niveau du back-office de la délégation qui est installé au niveau de Del Ibrahim. C'est devenu automatisé. L'opération de délivrance d'octroi du permis de conduire, on a directement les informations par rapport aux conducteurs. Sur tout le territoire national. Sur tout le territoire national, au niveau de n'importe quelle assemblée populaire communale qui délivre le permis de conduire électronique biométrique. Ça prendra combien de temps pour qu'il devienne opérationnel? Aujourd'hui, le permis de conduire classique dure une dizaine d'années avant de le renouveler. Pourquoi ne pas inciter les gens à le refaire dès maintenant ou attendre jusqu'à l'écoulement des 10 années? Ça sera la prochaine phase. Il y a des contraintes, un petit peu des contraintes liées au contrat avec nos partenaires qui sont impliqués dans la réalisation, mais les capacités de production vont s'accélérer au cours de cette année et des prochaines années. On va absorber le nombre de titulaires du permis de conduire dans un temps relativement court. Alors, nous n'avons pas de date précise, mais pour aujourd'hui réduire ce nombre d'accidents, il faut impliquer tout le monde. Je parlais des auto-écoles, il faudrait que les examens aussi soient différents d'aujourd'hui, peut-être sur des supports multimédia, de façon à pouvoir contrôler cela Comment ça va se passer? C'est un chantier prioritaire pour la délégation nationale à la sécurité routière. Si l'on se réfère un petit peu aux données statistiques du bilan de l'accidentalité pour l'année 2020, on constate que près de 20% des conducteurs impliqués dans les accidents de la circulation routière sont titulaires d'un permis probatoire. Si on prend les titulaires de moins de 5 ans, c'est presque la moitié des conducteurs impliqués dans les accidents de la circulation routière. Cela dénote d'une insuffisance dans le domaine de la formation et également... On parle souvent de commerçants aujourd'hui du permis de conduire. On n'arrive plus à l'acheter que de passer réellement l'examen. Bien sûr, il y a des aspects négatifs qui surgissent, c'est-à-dire notamment lorsque le système d'examen... Le système d'examen du permis de conduire est défaillant. Le chantier prioritaire pour la délégation, c'est d'aller très vite vers le système multimédia pour les épreuves théoriques. C'est-à-dire on supprime l'intervention humaine dans la proclamation des résultats des examens. C'est le chantier prioritaire du ministère de l'Intérieur, c'est d'aller vers ce système. Et il faut savoir, tous les spectateurs doivent savoir que ce système a été développé en Algérie et qui a été présenté à des experts étrangers, qui est un système très performant. Notre premier chantier, dès qu'il y aura le basculement effectif des personnels du Centre national des permis de conduire, qui sont les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière. Qui sont sous votre tutelle au niveau de la délégation. Qui sont sous notre tutelle maintenant, c'est-à-dire avec le basculement du Centre national des permis de conduire, ça va être bien évidemment la mise en place du système multimédia au niveau des examens théoriques du permis de conduire. Professeur Poubakour, c'est un des chantiers prioritaires, la formation? Tout à fait, c'est l'élément clé d'ailleurs dans le cadre des études d'accidentologie. Le facteur humain, comme vous le savez, est fondamental. Mais ceci dit, les accidents sont le fruit, je dirais, d'une situation assez complexe.
Plusieurs Par conséquent, l'approche systémique, voilà, plusieurs paramètres doivent être mis en place. Moi, de mon point de vue, je dirais, je pense qu'il y a des actions à développer dans le domaine de ce qu'on appelle la sécurité primaire ou active. Et puis au niveau de la sécurité passive et en fait tertiaire. En fait, tout ce qui prépare la personne ou qui aide la personne à ne pas commettre l'accident, à ne pas subir l'accident, c'est ça la sécurité active. Et la formation en fait partie, auquel on peut rajouter bien entendu tous les systèmes embarqués sur le véhicule que sont les ABS, les systèmes qui permettent de freiner sans bloquer les roues, les ESP et autres dispositifs. Par contre, au niveau de ce qu'on peut appeler la sécurité passive, par exemple le port de la ceinture de sécurité, l'airbag, comme il a été généralisé, on voit parfaitement l'impact du respect du port de la ceinture de sécurité et de l'airbag sur le fait qu'on a une explosion en termes de nombre de blessés et une diminution, voire une stabilité au départ et maintenant une diminution du nombre de morts. C'est parce qu'on a fait des actions qui sont sur la sécurité passive. Maintenant, en troisième partie, tout ce qui est évitement, je dirais, d'un suraccident et la prise en charge par les pompiers, par les services d'urgence, c'est de la sécurité tertiaire qui permet effectivement d'atténuer. Parce que finalement, quand on regarde un peu le coût de l'accident, c'est d'une part le coût d'un accident moyen multiplié par le nombre d'accidents. Donc on peut diminuer le coût de l'accident moyen en transférant le nombre de tués vers des blessés avec une sécurité passive. Et le nombre d'accidents ne peut être éliminé que par une démarche, une stratégie portant sur la sécurité active. Et la formation en fait partie, comme vous l'avez si bien signalé. Alors, vous l'avez dit, hein, l'Algérie a sévi sur ce front, hein, le port de la ceinture de sécurité. Maintenant, tout le monde a peur. Les passagers qui sont installés à l'avant de la voiture, je précise, sont obligés de porter la ceinture de sécurité, contrairement aux passagers qui sont à l'arrière, contrairement aux enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de mesures coercitives envers toutes les personnes qui sont au niveau, qui sont à bord du véhicule. Aujourd'hui, est-ce que on dit que 25 à 75% des passagers pourraient être sauvés s'ils portaient leur ceinture de sécurité? Aujourd'hui, les passagers font partie des premières victimes dans les accidents de la circulation. Bah oui. S'il y a un choc corporel, un grand choc, c'est tout le monde qui est concerné, que ce soit d'être blessé ou d'être éjecté. On dit souvent que la place à côté du conducteur, c'est la place du mort. Oui. Surtout dans les collisions directes ainsi que les renversements des véhicules où les passagers sont éjectés à l'extérieur par la suite. Si ce n'est pas le choc qui tue, c'est l'éjection par la suite et d'être enroulé plusieurs mètres sur le goudron, sur la terre, c'est qui évoque des blessures graves ou bien personnes décédées sur le lieu d'accident. Oui, voilà. Donc aujourd'hui, le port de la ceinture de sécurité a permis de réduire effectivement le nombre de blessés, de morts. On sent une plus grande prise de conscience, ou plus de peur peut-être à ce niveau-là. Tout à fait. Donc on est même dans des pays étrangers, on est reconnu par rapport au port de la ceinture de sécurité dans les véhicules. Mais quand on parle de port de la ceinture de véhicule pour les passagers qui sont à l'arrière, rien n'empêche les citoyens de mettre la ceinture dans l'attente, bien sûr, de la promulgation des textes. Oui, mais aujourd'hui, on le sait, hein, quand il n'y a pas des mesures précises, coercitives, on ne le porte pas forcément. Pouvoir proposer ces mesures et les défendre aussi, parce que c'est des propositions qu'on intègre dans les projets de loi, etc. C'est une proposition qui figurait dans le projet de loi de 1705, modifié en complétant la loi 0114, mais qui n'a pas été retenue. Nous n'avons pas, jusqu'à l'heure actuelle, un système d'information fiable qui va nous permettre justement de présenter des mesures. Lorsque je parle de système de collecte des données, la Sûreté nationale dispose d'un système de collecte des données pour les zones urbaines, la gendarmerie également pour les zones rurales. Mais au niveau central, c'est-à-dire au niveau de la délégation nationale, nous n'avons pas un système national unifié de collecte des données et avec les détails et les précisions, c'est-à-dire les morts qui étaient assis aux places arrière. J'aurais bien aimé disposer de ces informations, les blessés graves qui étaient, les enfants qui ont été éjectés, etc. Tout ça doit être consigné sur le formulaire de collecte des données et qu'il soit unique et national. Ce sera le prochain chantier.
Non, c'est une commission Oui. qui travaille déjà, Déjà. qui a été installée au niveau de la DNSR, qui regroupe justement les services de sécurité, la protection civile et également la gendarmerie nationale et le ministère de la Santé. C'est un aspect très important parce que les blessés qui décèdent dans les 30 jours, c'est une norme OMS, doivent être intégrés dans les statistiques des accidents de la circulation routière. Les décès qui surviennent à l'issue des 30 jours après l'accident doivent obligatoirement figurer dans les statistiques d'accidents de la circulation routière. C'est un chantier qui va être très prochainement finalisé pour unifier avec un glossaire unique En coordination avec toutes les parties concernées. Avec toutes les parties concernées, et c'est un travail qu'on va achever très bientôt. Très bien. Il y a aussi l'état du parc automobile chez nous. Comment l'estimez-vous? Est-ce qu'il est vieux? Est-ce qu'il est il est jeune? relativement neuf, mais le plus paradoxal, c'est que c'est les véhicules neufs qui sont impliqués dans les accidents de la circulation. Lorsqu'on prend Parce qu'elles ne répondent pas aux normes de sécurité internationale. Non, parce que Oui. c'est concomitant avec l'infraction qui est liée à l'excès de vitesse et qui figure dans le haut du tableau des causes d'accidents de la circulation routière. L'excès de vitesse, c'est près de 18% des causes d'accidents. Oui. Lorsqu'on est dans un véhicule neuf, on ressent un petit peu la sécurité, l'assurance, etc. Et là, ça donne à des excès de vitesse. Et c'est les véhicules neufs qui sont fortement impliqués dans les accidents de la circulation. Alors, je précise quand même que les véhicules, selon les données de l'OMS, vendus dans 80% de l'ensemble des pays du monde ne sont pas conformes aux normes de sécurité de base. Cela joue un rôle crucial aussi, à la fois pour éviter les accidents et réduire la probabilité des blessures graves en cas d'accident. Les pays les plus à revenus élevés, c'est ce qu'on dit, sont majoritaires à avoir adopté les 7 règlements essentiels pour que les véhicules soient sûrs. C'est aussi une problématique à prendre en considération, un des impacts qui cause cette hausse des accidents de la circulation. Justement, il y a eu un cahier des charges qui a été adopté pour l'implantation des véhicules. Et s'il y a un suivi rigoureux des prescriptions techniques qui ont été édicté dans ce cahier des charges, ça répond aux normes de sécurité avec les ceintures de sécurité, les airbags, les frontaux, etc. Là, ça répond au minimum exigé en matière de sécurité. Maintenant, il reste bien sûr l'application stricte de ce cahier des charges. Bon, il y a eu aussi le contrôle technique obligatoire. Le contrôle technique obligatoire qui a été également généralisé et qui a influé positivement. La sécurité routière, c'est un ensemble de mesures. On prend, c'est-à-dire ces différents acteurs qui interviennent sur le dossier sécurité routière. Il doit y avoir justement cette synergie, cette coordination entre les différents acteurs. C'est la raison pour laquelle il y a eu parallèlement à la création de la délégation, il y a un organe qui a un rôle très 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 important et qui est le Conseil de concertation intersectorielle qui est placé auprès de Monsieur le Premier ministre. C'est lui qui fixe les orientations stratégiques de cette politique nationale de sécurité routière. Et justement, c'est-à-dire on avait pris contact avec le professeur Boubakour, avec lequel nous avons travaillé sur il faut aller vers des méthodes scientifiques, bien sûr. Experts à faire l'objectif, c'est de créer un collège d'experts dans le domaine de la sécurité routière. Il va y avoir des conventions qui vont être signées avec l'université. On a déjà commencé. Dans le domaine informatique, il y a eu une convention qui a été établie avec l'INI et il y a eu une réalisation de nombreuses applications dans le domaine de la sécurité routière. Et là, pour ce qui est de la définition de la stratégie, on aimerait associer nos experts dans ce domaine. Et pourquoi pas aller vers un institut pluridisciplinaire, parce qu'on parle de sécurité routière, on parle de sociologie, de psychologie, etc. Il y a énormément de disciplines qui rentrent en jeu. Alors, on doit cheminer vers un organisme pluridisciplinaire constitué d'experts. C'est notre volonté et notre objectif. Professeur Boubakour, il vous tend la perche, Monsieur Naït Houssine. Aujourd'hui, on fait appel aux experts, aux études scientifiques aujourd'hui pour évaluer la hausse de ces accidents, enfin en tout cas l'état des accidents de la circulation en Algérie, qui reste un pays à haut risque. Il est important d'introduire ces nouvelles méthodes, les technologies également, les nouvelles technologies dans les évaluations. Tout à fait, madame. Effectivement, avec M. Nassine, on a déjà travaillé depuis quelques années et on a encore l'ambition de développer énormément de projets ensemble.
et on a un chantier immense comme vous pouvez l'imaginer. Vous avez parlé de technologie et je dirais, de nouvelles façons de faire scientifiques qui permettent d'améliorer la chose. Alors, d'une part, il faudrait se féliciter par rapport à tous les efforts qui ont été menés. Et on voit, en termes de coût d'accident, on est à 50% des 100 milliards d'il y a 5 ans. Et il y a des efforts qui ont été fournis. Faudrait-il en parler? Parce qu'on a toujours tendance un peu à regarder le train qui arrive en retard, mais pas celui qui arrive à temps. Ceci d'une part. Alors, en termes maintenant, je rebondis sur la technologie. Je suis pas un geek, mais je dirais un fervent des technologies, et je pense que ça va aider énormément en matière de maîtrise. Lorsqu'on a introduit déjà le radar, ça a permis aux forces de l'ordre de pouvoir contrôler la vitesse. Et à partir de là, le permis de conduire restitue, en tout cas, j'allais dire, j'ai perdu le mot, mais en tout cas, comme un outil a permis de dissuader pas mal d'usagers de la route. Maintenant, si l'on passe à un autre système qui permet d'une part d'associer un plus grand niveau de sécurité embarqué au sein du véhicule, et ça commence à se faire avec les véhicules les plus récents, je dirais offrir au travers de l'infrastructure de l'information qui permet au conducteur lui-même, donc c'est une infrastructure intelligente qui permet de renvoyer l'information au véhicule, et le véhicule d'une manière automatisée pourrait prendre une décision. On le voit déjà sur les système de freinage embarqué, ce qui est révolutionnaire, qui évite de percuter un piéton, mais aussi de pouvoir informer d'une manière directe le conducteur. Et si oui, merci, professeur Papacourt. de décision de la part du est un peu mauvaise. Cela pourrait vous aider à avoir un système de données numérisé, fiable, d'intervenir, de connaître les multirécidivistes, d'avoir une intervention plus rapide, plus efficace. Tout à fait. Donc, la Direction générale de la Sécurité nationale dispose d'équipements modernes en matière de lutte contre l'insécurité routière. Nous avons les caméras de télésurveillance, nous avons les unités, les portées, les hélicoptères. Nous avons également ce qu'on appelle l'API, le lecteur automatique des plaques d'immatriculation. C'est un système dans lequel se trouve une base de données des véhicules recherchés, des véhicules volés. Donc nous avons également les radars, les équipages radars. Donc nous disposons également d'une base de données de collecte de données statistiques informatisées au niveau des 48 sorties de wilaya. Donc il y a une certaine modernisation. Nous disposons également de l'ingénierie des cadres informaticiens qui contribuent efficacement pour apporter leur contribution en matière de lutte contre l'insécurité routière. La télésurveillance, est-ce que toutes nos caméras sont fonctionnelles sur le terrain? Tout à fait. Vous permettent de surveiller, de Tout à contrôler fait. Elles permettent de contrôler, d'orienter les unités qui sont engagées sur le terrain, et également de recourir en cas de besoin pour voir ce qui se passe. Alors parmi les autres failles, je dirais, à notre niveau, au niveau de nos routes, c'est nos infrastructures routières qui ne sont pas toujours en bon état. Beaucoup d'accidents de la circulation sont enregistrés sur les autoroutes et pas au niveau des chemins de ville. Alors que l'autoroute est censée être plus sécurisée pour l'automobiliste. Il y a un manque de signalisation très importante. Est-ce qu'à ce niveau-là aussi... Oui. Dans ce cas, c'est que les forces de police qui sont engagées sur le terrain recensent annuellement l'ensemble des points noirs qui sont à l'origine d'accidents graves. Justement. Donc nous élaborons des statistiques et des rapports que les services opérationnels font remonter au commandement et lesquelles données sont transmises aux autorités et aux services concernés pour y remédier. Voilà. Mais qu'est-ce que vous avez par zone? Justement, pour cet important aspect lié à l'identification des points noirs, il y a eu un travail qui a été demandé justement aux services de sécurité pour l'identification des points noirs sur l'ensemble du territoire national. Ces points noirs ont été recensés et ont été identifiés. Il y a eu de directives qui ont été transmises par Monsieur le ministre de l'Intérieur à l'ensemble des Walis. Il y a un travail de résorption qui est en train de se faire actuellement et des rapports périodiques nous sont transmis par les wilayas par rapport à la prise en charge et au traitement de ces points noirs d'accident. C'est-à-dire que les résultats en matière de sécurité routière, il y a des actions qui sont menées en amont qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que loin des projecteurs... C'est-à-dire qu'on ne les voit pas sur le terrain. Voilà. Aujourd'hui, vous avez identifié le point noir. Comment vous agissez il est traité. Pour le résorber. Oui, pour le résorber, il y a plusieurs manières. Là, c'est plus la spécialité des travaux publics, mais la pose d'une signalisation peut, c'est-à-dire traiter un point noir, c'est-à-dire le réaménagement d'un carrefour
il y a différentes manières et ces rapports nous sont transmis périodiquement, mensuellement à la délégation nationale de la sécurité routière c'est-à-dire les mesures qui ont été prises par les différentes wilayas dans ce domaine. Et il y a des résultats qui sont... Vous savez, l'étendue du réseau routier, c'est un pays continent. C'est-à-dire la résorption des points noirs. On priorise un petit peu, notamment les endroits où il y a eu un fort taux d'accidentalité. Oui. Il y a des priorités. Mais aujourd'hui, les routes doivent être conçues en tenant compte de l'ensemble des usagers de la route, les trottoirs, les pistes cyclables, excusez-moi, je perds la voix, les points de passage, les feux tricolores. Les trottoirs, quand on en trouve et qu'il n'y a pas qui ne sont pas dans un état rempli de boue ou cassés, on arrive à peine à marcher dessus. Les feux tricolores, pratiquement inexistants. Et quand ils y sont, s'il n'y a pas de policiers, ils ne sont pas respectés. On n'a pas encore cette culture. Il y a eu un projet avec les Espagnols sur les feux tricolores. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur le réaménagement de toutes nos infrastructures routières? C'est un véritable réaménagement qu'il faut lancer. Bon, pour ce qui est de la régulation de la circulation routière, c'est un dossier qui est pris en charge par le ministère des Transports. C'est un volet, le volet circulation routière relève des attributions du ministère des Travaux publics. Cela relève aussi un peu de la sécurité routière. Ça a un lien avec la sécurité routière. Oui, de transversalité, mais c'est-à-dire la gestion par rapport au projet. Je suis en train de préciser. Voilà. Par rapport au projet, c'est vrai que l'infrastructure routière est donnée pour être à l'origine de 4% des accidents de la circulation routière, quel que soit l'état de l'infrastructure. C'est-à-dire il y a un risque élevé d'accident lorsqu'il n'y a pas de respect des règles de la circulation routière. Une autoroute sur laquelle l'autoroute Est-Ouest est relativement bonne, c'est-à-dire surtout l'Ouest, oui, sur vers la partie ouest de l'autoroute, etc. C'est vraiment, ça répond un petit peu aux normes internationales en matière d'aménagement de l'autoroute. Mais on enregistre un fort taux d'accidents. La raison, c'est essentiellement le non-respect du code de la route, c'est l'excès de vitesse. Lorsqu'on voit un petit peu des comportements qui relèvent un petit peu de la psychiatrie, là, on constate que, c'est-à-dire que ces accidents, on parle de 95% liés au facteur humain, c'est totalement justifié, avec des PV des services de sécurité, l'excès de vitesse, le refus de priorité, le non-respect des distances de sécurité. Est-ce que une meilleure signalisation n'aiderait pas à mieux juger? Bien sûr, il y a une lisibilité. On le voit à l'étranger, on va prendre un exemple, il y a des panneaux numérisés où on annonce un accident, où on annonce des travaux, c'est-à-dire que le conducteur peut prendre... Il y a une meilleure lisibilité de la route, il y a de l'information routière derrière. Bon, il y a un projet qui est en train de se mettre en place avec l'ADA pour la signalisation à message variable pour l'autoroute Est-Ouest. Espérons que ça va rentrer en service. Ça demande beaucoup de moyens financiers également. Est-ce qu'il y a le budget derrière également? Mais écoutez, avec le péage, etc., ça sert à ça. On fournit une prestation, on paye une prestation. Cette prestation, c'est justement cette information routière, c'est les aires de repos, les secours qui arrivent, les dépannages, également les sociétés de dépannage qui arrivent très vite sur le lieu de la panne, etc. C'est tout ça. C'est des prestations qu'on paye à travers le péage. Et lorsqu'il y a instauration du péage, tout cet argent va rentrer justement dans l'entretien de l'infrastructure. Alors, vous parliez de la cause humaine. Quelles sont les plus grandes causes que vous rencontrez dans votre travail? L'excès de vitesse Je voudrais juste revenir sur la circulation routière. Donc, il faut savoir qu'en zone urbaine, la circulation routière, la gestion de la circulation routière se fait uniquement par les services de police en zone urbaine. Donc, et ce, en l'absence de feux tricolores. Donc, il faut imaginer combien de carrefours, combien d'axes de route et combien d'endroits qui sont sécurisés pour assurer la gestion de la circulation routière. Donc, c'est des milliers de policiers qui sont sur terrain. On aimerait bien voir les feux tricolores. Ça va nous permettre un petit peu de récupérer cet effectif et le verser dans d'autres missions
d'ordre public, sécurité publique, et Dieu sait combien elles sont grandes. Oui, cela aiderait vraiment et inculquer cette culture. Hein. On l'a vu, il y a eu des feux tricolores placés à l'est d'Alger qui ne sont pas respectés. C'est-à-dire qu'on a pris cette habitude de voir le policier réguler la circulation et ne pas respecter forcément la signalisation. Tout à fait. Donc, en matière de responsabilité, en matière de facteurs liés aux accidents, Oui. il faut dire que l'être humain est le premier qui est cité, qui est mis aux environs de 95%. Donc il faut savoir que le conducteur algérien, tous les conducteurs du monde entier, ils méconnaissent les risques. Ils méconnaissent les risques d'accident. Donc s'il n'y a pas une formation qui est basée sur le multimédia, il est ici comme il dit par les experts. Il faut qu'il y ait le multimédia. Ça veut dire que le conducteur doit connaître ce que c'est qu'un accident, doit connaître ce que c'est qu'un accident frontal, doit connaître ce que c'est qu'un tonneau. Comment on va le connaître? On va le connaître à travers les simulateurs, dans le cadre de la formation en matière d'acquisition du permis de conduire. Donc il faut aller vers la technologie, c'est primordial en matière de sécurité routière. La sécurité routière maintenant, elle est synonyme de technologie et de connaissance. Voilà, donc il faut mettre en œuvre ça ne va pas coûter aussi cher que le nombre d'accidents. Oui, puisque vous disiez que 100 milliards de dinars avaient coûté pour l'année 2016, qui est énorme. C'est l'étude de référence qui a été réalisée justement en partenariat avec l'université de Batna. Oui. Mais pour revenir également aux causes d'accidents, c'est-à-dire lorsqu'on évoque l'infrastructure routière, la signalisation, etc. Parce qu'on focalise généralement sur le conducteur, le conducteur du véhicule. Mais lorsqu'on parle sécurité routière, il faut savoir que près de la moitié des victimes de la route en milieu urbain sont des piétons. Il y a également un phénomène émergent qui est celui des motocycles. J'allais en venir aux deux roues. Voilà, aux deux roues. Le nombre d'accidents de la c'est le seul indicateur qui ne connaît pas de baisse à travers les différents bilans. On a initié des campagnes de sensibilisation avec des spots, etc. Mais je pense qu'il faut aller vers un réaménagement et une révision un petit peu. Et puis respecter la réglementation, le port du casque. Alors qu'il n'est pas porté, vous avez dû intervenir sur les accidents des deux roues, des motocyclettes. Les jeunes aujourd'hui ne portent pas leur casque. Pratiquement, c'est des accidents mortels. Parce qu'il n'y a pas le port de casque. C'est des chutes mortelles, oui. C'est des chutes mortelles, il n'y a pas de sécurité. Donc, pratiquement, c'est des traumatismes crâniens et par la suite, ils sont décédés au niveau des hôpitaux ou bien des fois au cours de la route. Et donc, une signification de 4% sur le nombre d'accidents, ainsi qu'en matière de personnes blessées et de personnes décédées. À certains moments, on sent que cette catégorie n'est pas concernée par le code de la route. Et donc, par rapport aux pays développés, donc il faut revoir la législation à ce niveau-là. Il faut durcir un petit peu les sanctions. Parce que les motocycles, c'est 2% du parc automobile national. C'est uniquement 2%. C'est 20% de l'accidentalité. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Il y a plus d'accessibilité aussi vers. Bien sûr, bon, il y a des raisons économiques. Parce que bon, pour un jeune, surtout, parce que c'est essentiellement des jeunes. Voilà, l'accès à la motocyclette et du point de vue économique, c'est 10 millions de centimes, 12 millions de centimes. On peut avoir sa moto. Il y a également la congestion de la circulation routière au niveau des centres urbains qui favorise justement le recours à ce moyen de mobilité. Hélas, cela ne s'est pas suivi, c'est-à-dire ça a impacté un petit peu la sécurité routière puisqu'ils sont fortement aussi du permis, bien évidemment, la formation, justement, c'est-à-dire la formation de ces usagers des deux roues et également les examens du permis de conduire. Il y a un travail qui est en train de se faire dans le cadre de la sensibilisation. Il faut savoir également qu'il y a beaucoup de groupes structurés de motards qu'on implique dans les actions de sensibilisation. Mais c'est un tout. Il faut définir justement cette stratégie pour lutter contre ce phénomène. Alors, juste un chiffre, il y a les conducteurs impliqués dans les accidents de la circulation selon la profession. La catégorie des conducteurs sans profession a été impliquée dans plus d'accidents de la circulation routière, soit près de 35% des conducteurs de cette catégorie sont des jeunes de moins de 29 ans. On voit le manque de conscience, le manque de formation, le manque de
responsabilité à cet âge-là. Mais sans rentrer dans les détails, parce qu'on n'a plus le temps, je voudrais parler aussi des poids lourds aujourd'hui qui sont aussi très impliqués dans les accidents de la circulation. On parle de deux conducteurs, on parle de l'état psychologique, du parcours professionnel du conducteur, on parle du chronotachygraphe, voilà, qui devait être mis en place au niveau des poids lourds. À ce niveau-là aussi, il y a un véritable problème à régler au niveau des poids lourds qui sont impliqués dans de très nombreux accidents de la circulation. L'implication n'est pas très forte. Elle est peut-être plus choquante, plus médiatisée, plus violente, parce que derrière un accident d'un poids lourd, il y a toujours un nombre important de victimes. C'est-à-dire, et parfois on analyse sous l'effet de l'émotion, parce que le nombre de morts, la moyenne du nombre de décès sur les routes, c'est 8 à 9 décédés par jour. Et essentiellement, lorsqu'on parle de 20% de motards, il y a des gens qui décèdent, qui sont blessés en dehors, c'est-à-dire de la focalisation médiatique. Oui. D'accord ? On entend des accidents où il y a eu, on se souvient de l'année 2017, où il y a eu un accident, 32 morts dans un bus. Alors très rapidement, on est vraiment, il nous reste 5 minutes pour terminer. Voilà. À l'essentiel. Le recours, justement, on est en train de travailler avec le ministère des Transports pour la mise en place rapide du chronotachygraphe, car c'est le seul outil qui va permettre aux services de sécurité de contrôler les temps de conduite, les temps de repos et la vitesse pratiquée. Ce sera très important. Je terminerai avec vous, peut-être, Monsieur Bernaoui, un point faible chez nous, c'est l'accès aux soins d'urgence rapide, efficace après les accidents de la circulation. Votre intervention peut sauver une vie si elle est rapide, efficace et si le couloir des urgences est bien sûr respecté. Il faut mettre en place aussi des numéros d'urgence, former l'ensemble des secouristes. On ne parle pas aussi des traumatismes liés aux accidents de la circulation, on parle plus de décès, mais derrière, il y a beaucoup de traumatismes également handicapants et qui peuvent handicaper une personne à vie. Oui, c'est un grand chantier qu'on a travaillé, ça fait plus de 10 années, pour la réduction de nombre de personnes décédées, des blessures graves. Donc il y a eu la formation pour les citoyens, mais ainsi qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'introduction des secourismes routiers. Une formation spécialisée au profit des agents de la protection civile qui travaillent au niveau des postes de secours avancés ou de postes de secours routiers. Ainsi qu'il y a aussi l'intervention des médecins de la protection civile. Donc dans les grands accidents, les accidents qui sont mortels, il y a plusieurs personnes impliquées, plutôt automobiles impliquées, des poids lourds, etc. Il y a l'intervention des médecins de la protection civile ou bien des agents qui ont suivi des formations, et bien des formations de recyclage aussi, pour la bonne prise en charge des personnes blessées en matière de sécurité routière. Donc ici, sans négliger le rôle du citoyen. Donc plus de 166 000 personnes qui ont subi une formation dans le cadre d'un secourisme par famille, 4 600 personnes dans le cadre de secourisme volontaire de proximité, et on compte élargir ce nombre. Malheureusement, avec la conjonction sanitaire, le Covid, on a arrêté un peu, mais on compte reprendre rapidement vite dès que les choses sanitaires vont s'améliorer. Mais aujourd'hui, vous avez tout l'équipement nécessaire pour pouvoir agir en temps, en heure. Tout l'équipement nécessaire, que ce soit en matière de formation pour les agents ou à l'intérieur des ambulances médicalisées qui interviennent spécialement. On dit que la protection civile est généralement bien équipée. Les ambulances, c'est un autre débat parce que je sais que souvent, il n'y a même pas d'oxygène au niveau des ambulances et là, ça joue également sur l'intervention. Non, je parlais des ambulances médicales qui relèvent du ministère de la Santé. Je vous donnerai un dernier mot, professeur Boubacourt, très rapidement, parce que là, on a dépassé le temps imparti. Aujourd'hui, la meilleure stratégie adoptée pour continuer sur cette baisse des chiffres de la circulation routière? Oui, peut-être la meilleure stratégie consiste déjà à consolider cet acquis. Parce qu'il est vrai que les conditions sanitaires ont aidé également en 2019-2020 pour renforcer et obtenir des chiffres vraiment très intéressants. Faudrait-il maintenant mettre un effet, un cliquet qui permet plus, je dirais, un retour en arrière, et pour ce faire, une stratégie maîtrisée commence d'abord par renforcement et consolidation des acquis. Merci à vous quatre d'avoir participé à notre émission. Bon courage dans votre mission aujourd'hui avec la délégation nationale de la sécurité routière. On aura certainement à reparler avec l'entrée en fonction du permis à points et tous les mécanismes qui doivent en découler. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.